Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le laboratoire de Wuhan, ça vous dit quelque chose, le laboratoire P4 de Wuhan? Vous vous rappelez du pangolin et de la chauve-souris? Vous vous rappelez d'un certain virus, SARS-CoV-19? Eh bien, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations et un sacré rebondissement. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Que le 16 avril 2020, nous étions en plein confinement, rappelez-vous, le 16 avril 2020, il y a 3 ans, presque 3 ans, dans un entretien rapporté par nos confrères de CNews, un certain professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour sa découverte du virus du sida, explique qu'il ne croit pas que le coronavirus Covid-19 provienne d'une contamination dans un marché aux animaux sauvages de Wuhan. C'est une belle légende, ce n'est pas possible, dit-il. Le virus sort du laboratoire de Wuhan qui s'est spécialisé sur ces coronavirus depuis le début des années 2000. Et là, ça a été le tsunami. Pauvre Luc Montagnier, il a été très bien, mais puis il est devenu un peu sénile, la vieillesse, il dit n'importe quoi, conspirateur, complotiste, etc., etc. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Paix à son âme, je rappelle que le professeur Luc Montagnier s'est éteint il y a un an, un peu plus d'1 an, et effectivement, on pourrait dire, bon, ça s'arrête là. Évidemment, rien ne s'arrête, ni en science, ni en histoire. Eh bien, hier, le ministère américain de l'énergie, c'est pas une bande de gauchistes irresponsables, ni de complotistes d'extrême droite, estime que la pandémie de Covid-19 a très probablement, et ils insistent sur très probablement, été provoqué par une fuite de laboratoire. C'est un rapport classifié de la Direction nationale du renseignement qui a été fourni à la Maison-Blanche aux principaux membres du Congrès. Voilà. Il rejoint le FBI. Le FBI avait dit que dès 2021 que la pandémie était probablement le résultat d'une fuite accidentelle d'un laboratoire de Wuhan. Voilà. Et là, évidemment, en Amérique, ça relance les polémiques. Les commissions d'enquête se multiplient et l'enquête va aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que ça signifie déjà? Bonjour, professeur Didier Raoult. Bonjour. Alors, qu'est-ce que, pour vous, alors on n'en a pas la preuve formelle, ce n'est pas un problème d'ailleurs de spéculation, mais pendant très longtemps, tous ceux qui osaient dire que peut-être que ça avait pu sortir d'un laboratoire étaient traités de tous les noms. Apparemment, les autorités officielles américaines, aujourd'hui, eh bien, ils disent, écoutez, c'est très probable que... Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je vais vous faire de la peine. Je sais. Vous allez me dire, moi, je ne fais pas de prédiction et je ne fais pas d'analyse. Non. Je vais vous dire. Non, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je ne fais pas de prédiction et je ne fais pas d'analyse et pourquoi je suis prudent. Oui. Parce que je me suis fait avoir une fois par les Américains sur le coup du bioterrorisme et du charbon, qui était un fantasme, qui était destiné juste à faire la guerre à l'Irak. Je comprends. Ça vaut le coup, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai dit plusieurs fois, il faut voir le film qui s'appelle Vice, ou Vice, comme vous voulez, qui est l'histoire de Dick Cheney, où on raconte très bien comment la CIA a laissé fuiter qu'il y avait plein de trucs de charbon dedans. Moi, j'étais chargé de mission auprès du ministère, et j'ai reçu cette intoxication par différents filtres. Et donc, si vous voulez, je suis comme Virgile qui dit dans l'Énéide, je me méfie des Grecs et de leurs cadeaux. Et donc, dans une situation où l'Amérique est en train de faire monter la pression contre la Chine, il est sorti cette histoire, en même temps que l'histoire d'un député qui dit il faut punir la Chine parce que c'est elle qui fait chimiquement le fentanyl, qui est un des éléments de l'épidémie des opioïdes, ouais. Avec Bourdou, qui elle est une vraie machine américaine qui a fait des sous avec. Donc si vous voulez, j'ai, en fonction de la source de l'information, si vous voulez, ouais. Non vérifiée, je suis extrêmement prudent. Maintenant, je vais vous parler de science, pour vous dire pourquoi je n'y crois pas. Oui. Les gens ne savent pas. Nous, on fait un travail. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les choses que je vois que les spéculations. Bien Simplement, sûr. Je suis un peu sensibilisé et quand je
je vous raconte l'histoire du charbon. Quand même, on a réussi à faire la guerre à l'Irak qui n'avait pas un poêle de charbon quand même. C'est clair, oui. Qui était un truc américano-américain. Ça sortait de Fort Detrick, pas de Wuhan, de Fort Detrick, ça sortait. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qu'est ce virus, qui est une des choses sur lesquelles on connaît le plus de choses maintenant. On n'est pas il y a 2 ans, là, maintenant on est plus tard. Rien qu'ici, ont été faits 60 000 génomes. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la virologie, donc on peut tout examiner. Il y a 200 mutations dans ce virus qui est petit, qui fait 28 000 bases. Il y a 200 mutations qui sont ce que nous on appelle hyper fertiles, c'est-à-dire qui ont généré une descendance de plus de 1000 séquences dans notre propre banque. D'accord ? Donc ces 208 étaient tous imprévisibles. Donc je ne crois pas, et certains sont extrêmement surprenants, même avec un nouveau concept qu'on a créé, qu'on appelle le mistigris, c'est-à-dire qu'il y a un gène qui donne de l'efficacité au virus quand on le détruit. D'accord ? Paradoxal. Donc c'est paradoxal, c'est ça qu'on appelle ça le mistigris. Et la chose qui s'est passée la plus importante, et pour la pandémie que nous avons vécue n'est pas le virus qui est sorti directement de Chine, mais c'est quand ce virus est arrivé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été comprises par les uns et les autres, quand ce virus est arrivé en Italie, il a eu une mutation dans une enzyme qui est très importante, qui s'appelle la RNA polymérase, c'est-à-dire c'est ça qui duplique le virus, d'accord ? Et au lieu d'avoir très peu d'erreurs, cette RNA polymérase fait beaucoup d'erreurs, probablement 100 fois plus d'erreurs. Donc il y a 100 fois plus de mutations avec cette RNA polymérase qu'avec l'ancienne. Et c'est ce qui a fait l'incroyable diversité de ce que nous voyons. C'est ce qui fait que les vaccins qui étaient basés sur l'idée que ce virus ne changerait pas n'ont pas marché. C'est ce qui fait, vous voyez, toutes les déductions qui avaient pu être faites, c'est pour ça que, comme vous dites, je ne prédis jamais. J'ai toujours dit, on ne peut pas prédire avec un nouveau virus. Toutes les déductions qui ont été faites sur l'analyse de la RNA polymérase des autres coronavirus qui ne font pas autant d'erreurs. Mais celle-là s'est mise à faire des erreurs et donc elle a fait, c'est simple, sur les 28 000 bases, il y a 20 000 bases qui ont eu des mutations au cours du temps. C'est inouï, le taux de mutation est inouï. Et c'est très exceptionnel dans l'histoire des virus. D'une part, c'est exceptionnel, mais si vous voulez, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir autant de génomes de virus disponibles. Si vous voulez, quand on regarde les autres virus, vous avez une centaine de génomes, c'est bien. Là, dans le monde, il y a je sais pas, il y a peut-être 1 million de séquences. Donc la capacité à analyser et à voir ce qui se passe, ça apprend des choses que les gens ne savent pas, surtout les gens qui n'ont pas travaillé depuis 10 ans. Les virus ne sont pas des objets, ça bouge tout le temps. Donc, vous appelez ça vivant ou pas, c'est de la sémantique, ça m'est égal, mais ça bouge tout le temps. Par exemple, j'ai eu l'occasion de vous dire, les virus qu'on isole maintenant ont 100 mutations de différence par rapport à celle de Wuhan. Donc vous voyez bien, vous ne pouvez pas dire que Wuhan a fait tout ça. Et ce que l'on sait, c'est que le vrai tournant, la vraie mondialisation de ce virus, c'est le changement, c'est une mutation dans l'RNA polymérase, qui est un gène bien entendu essentiel, puisque c'est lui qui reproduit les choses. Et donc si vous faites des erreurs en reproduisant, vous créez une diversité absolument inouïe. Vous voyez bien que toutes les prédictions faites avant même d'avoir cette notion, c'était du délire, c'était de l'astrologie, c'est pas censé. Tout à fait. Mais ce RNA polymérase, vous l'avez dit, c'est à partir de l'Italie, enfin, c'est en Italie que ça a vraiment... C'est en Italie qu'on voit les premières séquences, D'accord. On voit la première fois où cette mutation apparaît, et elle diffuse après dans toute l'Europe, et puis ça part aux États-Unis, ça part dans le monde entier, avec cette mutation. Donc la mutation originelle de la pandémie, on peut dire, l'épidémie était en Chine, et la pandémie a commencé à partir de cette mutation. Pratiquement toutes les séquences qui ont été isolées dessus présentent cette mutation. Mais ça ne s'est pas fait à Wuhan. C'est ça. Donc l'épisode du laboratoire de Wuhan, la fameuse fuite du laboratoire de Wuhan, vous paraît pour le moins, en tout cas, hasardeuse, disons. Moi, j'ai toujours dit, et que ce soit pour Luc Montagnier ou pour n'importe qui, la science est faite de controverses, d'opinions différentes, et on a le droit de les mettre sur la table, on a le droit de discuter. Après, si vous voulez, malheureusement, dans la presse et dans un certain nombre de ministères, les gens ont des certitudes simples qui est liée à leur manque d'éducation. C'est parce qu'ils sont ignorants qu'ils ont des idées simples, si vous voulez. Dès qu'on n'est plus ignorant, on regarde les hypothèses. On voit la complexité de la chose. Voilà, on voit la complexité de la chose. On commence pas, vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, il y a des interlocuteurs que je veux plus avoir parce que je leur dis combien
ça fait 1 et 1. Il me dit, mais enfin, c'est évident, ça fait 2. Mais enfin, dans notre monde, vous savez que la plupart du temps, 1 et 1 ne font pas 2, ça fait 10. Hein. Et toute la jette de boules, tous vos ordinateurs, tout le langage informatique est basé sur le fait que 1 et 1 font 10 et pas 1 et 1 font 2. Mais si vous voulez couillonner quelqu'un, vous lui posez la question combien ça fait 1 et 1, il dira bien sûr, ça fait 2. Ça veut dire qu'il est inculte, vous voyez. C'est ça sûr. que ça veut dire. Donc effectivement. Les choses les plus communes du monde. Ouais. C'est un bon exemple, ça, c'est une belle métaphore, effectivement. Donc, effectivement, à faire attention à tout cela et en attendant de dire non, parce que le pangolin et la chauve-souris, c'est parti dans le fantasme, ça, on l'a dit, vous l'avez dit aussi, l'auberge espagnole des fantasmes était ouverte et bien ouverte, et donc ça continue, quoi. Oui, ça continue. Et puis, si vous voulez, sur le plan, encore une fois, tout est possible. Moi, si on me dit, écoutez, finalement, on a trouvé que c'était vrai, pas que c'était un bruit qui est lancé au moment où les États-Unis sont en train de se disputer avec la Chine. Hein. Ouais. En dehors de ce moment-là, au contraire, au moment où ils sont très copains, on regardera s'ils disent la même chose. Parce que quand même, tout ça, c'est des outils qui ont déjà servi. Moi, je suis trop vieux pour qu'on me resserve la soupe. Hein. Donc, je pense que encore une fois, toutes les hypothèses sont intéressantes et vérifiables. C'est intéressant, c'est une vraie question. Sur le plan scientifique, si vous voulez, la capacité que nous, on a vu de ce virus, de se recombiner, c'est-à-dire de prendre 2 souches différentes et d'en faire une troisième. On a été les premiers à décrire ça avec un truc qui s'appelle θ-micron, où il y avait un delta plus 1 micron. Ce virus, sa capacité de mutation et de recombinaison est telle que, si vous voulez, dans la nature, vous savez, quand vous avez vu une grotte avec des chauves-souris, il peut y en avoir 1 million dans une grotte. Et elles se frottent les unes les autres, elles sont toutes en contact. Donc le degré d'échange de virus qu'il y a chez les chauves-souris, c'est quelque chose d'absolument inouï. Et donc la capacité à reproduire ça au laboratoire, c'est-à-dire à tester au hasard ces mutations qui vont permettre à un virus de se répandre et de rebondir, si vous voulez, est très très faible comparé à ce qui se passe dans la nature. C'est des zoonoses. Hein. Donc c'est ça le vrai point. Et puis il faut laisser, je me permets de rajouter un petit mot qui a à voir, mais peut-être pas directement. Vous avez les gens, il faut laisser les gens avoir leur avis. Moi, je suis très content cette semaine. Finalement, je suis d'accord avec la Haute Autorité de Santé qui est devenue d'accord avec moi sur 3 éléments qui étaient incroyablement contestés. C'est-à-dire, il n'y a pas que les essais randomisés, les essais comparatifs sont aussi utilisables. C'est l'HAS qui l'a dit. Deuxièmement, la vaccination généralisée n'a plus lieu d'être, il faut s'arrêter. Et puis troisièmement, il faut réintégrer les soignés non vaccinés. Voilà, c'est 3 choses que je répète depuis 2 à 3 ans quand même. Donc vous voyez qu'à la fin, on se rejoint. Donc il ne faut pas empêcher les gens de parler, parce que à la fin, ceux qui n'étaient pas d'accord, on ne sait pas à l'avance ceux qui vont changer d'avis. Mais on peut changer d'avis, et donc il faut laisser, il ne faut pas censurer les gens, il faut laisser les gens s'exprimer de manière à ce que la vérité petit à petit apparaisse, parce qu'il y en a qui l'ont portée. En fait, laissons tous s'exprimer, mais ne gobons pas tout sans... Exactement. Et puis surtout, il ne faut pas prendre pour des scientifiques des gens à qui on a dit quelque chose et qui le répètent. Il faut qu'ils comprennent, vous voyez. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas beaucoup à comprendre. C'est les scientifiques et les haut-parleurs, c'est pas tout à fait la même chose. Merci, professeur Didier Raoult.